Avec la reprise des travaux au Parlement cette semaine, c'est aussi le retour de notre panel hebdomadaire de journalistes, Joël Denis, Althia et Conrad, que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Bonsoir à vous trois. Bonne année à tous. Bonne Bonsoir, santé, bonne évidemment, année. loin de la COVID. Alors, c'est Bonsoir. un plaisir de vous retrouver. On va justement commencer par les vaccins. Bon, encore des retards qui nous sont annoncés. Le Canada, on apprend, vient de passer au 20e rang des pays dans le monde au chapitre de la vaccination. Joël Denis, je commence avec vous. Est-ce que le gouvernement Trudeau gère bien l'approvisionnement en vaccins? En fait, il fait ce qu'il peut dans les circonstances pas faciles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de production locale. Donc, nous sommes à la merci d'entreprises qui sont situées en Europe ou aux États-Unis, mais plutôt en Europe, dans le cas de Pfizer, qui est notre principal fournisseur. Mais le chiffre qui sera important à garder en tête, Esther, je vous dirais, c'est le suivant, 6 millions. Le gouvernement s'est engagé à ce que 6 millions de doses arrivent au Canada d'ici la fin mars. Donc, ça veut dire 3 millions de Canadiens qui seraient vaccinés essentiellement. Et ça, c'est le chiffre qu'il faut garder en tête. Si on rate cet objectif, je pense que là, on pourra dire que le gouvernement a mal joué ses cartes. Ce qui inclut les 4 millions de doses de Pfizer. Althia, Voilà. parlant de chiffres, bon, il y a eu confusion aujourd'hui au point de presse des autorités de la santé. Il y a des informations contradictoires qui circulent. D'un côté, les provinces soutiennent qu'elles vont recevoir au total 3,5 millions du vaccin de Pfizer d'ici la fin du mois de mars. Ottawa assure que ce sera 4 millions comme promis. À qui on peut se fier? Parce que vraiment, l'information n'est pas toujours claire. En fait, les deux disent la vérité. Si je veux préciser que c'est 4 millions de doses et non 4 millions de vaccins, alors que ce serait 2 millions de personnes vaccinées. La différence, c'est que, en fait, ce matin, alors jeudi matin, le gouvernement fédéral a envoyé la liste de l'horaire pour les vaccins de Pfizer. Et puis, dans ce scénario-là, on peut très clairement voir qu'à la fin du mois de mars, on allait avoir 3,5, un petit peu plus que 3,5 millions de doses. Puis, on nous avait dit qu'on avait un contrat avec Pfizer pour 4 millions de doses. Alors, d'où va venir ce 500 000 doses? Puis, la réponse est vraiment, semblerait dans les mains de Pfizer et de Santé Canada, parce que Pfizer veut maintenant compter 6 doses par fiole au lieu de 5 doses, puis qui explique le 500 000 de doses. Alors, si Pfizer peut compter 6 doses par fiole, on atteint le 4 millions, l'objectif et le contrat qui dit 4 millions. Bon, aujourd'hui, le major général Danny Fortin a expliqué que, selon lui, pour l'instant, le gouvernement fédéral compte 5 doses par fiole, et puis que si Santé Canada dit qu'il n'y a pas 6 doses par fiole, qu'il y en a vraiment juste 5, Pfizer aurait à compter les 5 doses par fiole pour se rendre aux 4 millions. Ouais, Mais c'est ça qui explique la différence entre qu'est-ce que les provinces disent et qu'est-ce que le fédéral dit. En fait, les deux, ils ont raison. Tout le monde dit vrai. On peut comprendre que pour la population canadienne, le commun des mortels, c'est pas facile de s'y retrouver quand même. Conrad, toujours sur la gestion de la pandémie, je veux vous entendre sur les voyages non essentiels. Le gouvernement Trudeau est talonné autant par l'opposition à Ottawa que par le premier ministre du Québec, François Legault, d'interdire au plus vite les voyages non essentiels. On sait qu'on craint la variante, notamment du virus du Royaume-Uni. Qu'est-ce qu'il faut penser de la gestion de ce dossier par Justin Trudeau? Écoutez, sur les voyages, là, j'ai pas grand-chose à dire parce que je trouve que depuis le début de la pandémie, le message est confus. Et qu'il hésite à agir parce que les transporteurs aériens ont déjà subi de très grandes pertes depuis le début de cette pandémie et on a peur de fragiliser l'avenir de ce secteur par rapport aux concurrents étrangers dans l'avenir. Mais je pense que c'est ça qu'ils négocient actuellement. Ils négocient des mesures d'aide au secteur et je pense que ça fait partie des discussions avec les transporteurs. J'aimerais revenir sur les vaccins, si je peux, parce que le problème avec les promesses du gouvernement fédéral, c'est qu'ils ont déjà raté ces promesses et qu'ils ne peuvent pas garantir 6 millions de doses à la fin du mois de mars.
justice parce qu'ils sont à la merci des fabricants qui ne sont pas basés au Canada. Et que même s'ils réussissent à avoir 6 millions de doses, ça va être beaucoup moins que la plupart des autres pays, notamment les États-Unis proportionnellement et l'Angleterre, le Royaume-Uni, et que la comparaison avec ces deux pays-là va faire mal au gouvernement Trudeau. Et que, bon, on est à la merci de d'autres pays pour nous approvisionner en vaccins, comme le dit... Oui, mais on voit que le discours des Européens par rapport à Pfizer et AstraZeneca est beaucoup plus musclé que le discours de M. Trudeau. Et les gens commencent à se rendre compte de ça. Et je pense que l'opposition à Ottawa va aussi rappeler au gouvernement qu'il ne fait pas... Il ne défend pas les intérêts des Canadiens autant que les Européens le font par rapport à leur propre population. Le temps file. L'autre sujet chaud cette semaine, évidemment, c'est le rapport d'enquête sur le règne de la gouverneure générale Julie Payette pendant ses 3 années à Rideau Hall. Rapport qui a été rendu public mercredi soir. Bon, fait état, on le sait maintenant, de conduite agressive, commentaires dégradants, humiliation publique. Joël Denis, jusqu'à quel point toute cette histoire, ça place Justin Trudeau dans la baraque? Beaucoup, parce que c'est sa nomination, c'est lui qui l'a choisi avec la suggestion, à la suite d'une suggestion de Jean Chrétien. Il n'a pas suivi le protocole habituel de confier cette tâche de trouver des candidatures acceptables pour le poste de gouverneur général par le biais d'un comité responsable des fonctions vice-régales qui avait été établi par Stephen Harper, l'ancien premier ministre. Donc, M. Trudeau porte l'entièreté de ce fiasco. Et je pense qu'il va y avoir des conséquences à long terme parce que l'institution comme telle a été fragilisée en raison des phrases que l'on a relevées dans ce rapport publié cette semaine. Et ça fait en sorte que M. Trudeau, maintenant, doit se retourner et trouver la perle rare qui saura faire oublier le passage de Julie Payette à Rideau Hall. Bon, justement, Altier, parce qu'on attend la nomination du remplaçant de Mme Payette, le premier ministre Trudeau, on a le sentiment qu'il n'y a plus droit à l'erreur. Comment on devra s'y prendre pour nommer le prochain gouverneur général au pays? Bien, le premier ministre n'a pas voulu dire qu'il va suivre le processus que M. Harper avait entamé. Puis, en fait, il est sous aucune obligation de le faire. Là. Mais je pense qu'on va voir est-ce qu'il ne choisit pas encore une personne parce qu'elle est seulement une vedette. Une vedette qui avait quand même une très bonne réputation. Julie Payette, c'était quand même une star à travers le Canada en français et en anglais. Mais il semblerait, je pense, la plus grosse lacune, c'était vraiment qu'ils n'ont pas fait leur devoir en train de vérifier. C'est pas juste qu'ils étaient capables de faire la job, mais vérifier ses références, comme c'était une position normale, disons. Il peut prendre son temps. Il n'y a pas de manque, il n'y a pas de trou, vraiment. Le chef à la Cour suprême peut facilement faire la job, mais si M. Trudeau décide qui veut aller en élection puis qui n'est pas défait en Chambre, ce serait un petit peu bizarre d'aller voir un juge de la Cour suprême au lieu de la gouverneure générale. Oui. On peut s'attendre aussi à ce que les antécédents de cette personne candidate soient fouillés davantage. Conrad, il y a tout le débat à savoir si Mme Payette devrait toucher sa pension annuelle de 150 000 $ par année. Et il y a aussi un compte de dépenses qui vient avec 700 000 $, semble-t-il, par année. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que le gouvernement, malheureusement, n'a pas le choix que de respecter ce qui est dans les provisions qui existent déjà. Je pense que le gouvernement a plus de marge de manœuvre par rapport au compte de dépenses et que la vice-première ministre Chrystia Freeland semble indiquer cette semaine qu'elle n'aurait pas accès à ce compte de dépenses. Mais pour ce qui est de la pension, je pense que c'est impossible de lui retirer. Est-ce quelque chose auquel elle doit? Il n'y a rien dans la loi qui indique qu'un gouverneur général qui ne termine pas son mandat n'est pas droit à sa pension. Ouais. En terminant, je veux vous entendre sur le protectionnisme américain. Le président Biden, vraiment, qui n'a pas perdu de temps. Après l'annulation de Keystone, au premier jour de son travail à la Maison-Blanche, s'est dépêché à signer un décret lundi pour renforcer le programme Buy America et Made in America. Joël Denis, qu'est-ce que ça représente comme défi pour le gouvernement canadien? Un énorme défi parce que M. Joe Biden a fait des promesses solennelles vis-à-vis des gens qui ont voté pour lui, notamment dans les États pivots comme le Michigan et la Pennsylvanie, où les cols bleus sont quand même assez importants. Et donc, pour M. Biden, c'est une promesse qu'il ne va pas renier.
ça place M. Trudeau dans une situation difficile. Il devra, je pense, reprendre la même stratégie vis-à-vis des Américains qui l'avaient adopté lorsque Donald Trump était au pouvoir, c'est-à-dire envoyer ses ministres, parler au Congrès, mais aussi s'appuyer sur les gens d'affaires au Canada et aux États-Unis pour faire pression sur le Congrès et le président Biden pour dire que ce n'est pas une bonne idée d'exclure les entreprises canadiennes, étant donné l'intégration forte de la chaîne d'approvisionnement entre le Canada et les États-Unis. Althia, parce qu'on se demande finalement si le gouvernement Trudeau va avoir affaire à une administration américaine encore plus protectionniste que celle de Donald Trump. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je suis entièrement d'accord avec tout ce que Joël Denis vient de dire. C'est certainement un risque. C'est un risque que le premier ministre a soulevé avec le président Biden vendredi. Mais j'ajouterais même que, à cause que M. Harper avait été il y avait eu assez de succès avec le président Obama sur les mêmes provisions, M. Trudeau va être comparé à M. Harper. Alors, si M. Trudeau a moins de succès, je pense que ça va être vu, puis ils vont le critiquer. C'est pourquoi est-ce que tu veux te rapprocher de Joe Biden quand il vient nuire à l'économie canadienne de double front? Oui. Conrad, on sait que le premier coup de fil du président Biden, une fois qu'il a été assermenté, ça a été pour Justin Trudeau, et que le premier coup de fil du secrétaire d'État Anthony Blinken, ça a été à Marc Garneau, le ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on doit décoder dans ça? Pas grand-chose. C'est une signe de courtoisie plus que toute autre chose parce que M. Biden a eu une conversation beaucoup plus longue avec Emmanuel Macron qu'il ne l'a eu avec Justin Trudeau. Pour ce qui est du Buy American, je ne suis pas très inquiet par rapport à ça. Je crois que M. Biden connaît bien les enjeux et que le Canada n'est pas la cible de cette mesure. C'est surtout la Chine et que les entreprises qui travaillent les deux côtés de la frontière ont l'habitude de travailler avec ce genre d'irritants et qu'on a réussi dans le passé à éviter le pire et je crois qu'on va le faire encore une fois. Oui, c'est ça et ça risque en tout cas d'être plus prévisible avec M. Biden que ce ne l'était avec le président Trump. Il nous reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais vous entendre sur Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, qui s'est interrogé sur la proximité du nouveau ministre des Transports, Omar Al-Gabra, je pense que je le prononce comme il faut, avec le mouvement Al-Gabra, c'est ça, avec le mouvement islamique. Joël Denis, qu'est-ce qu'il faut penser de cette affaire? Visiblement, le Bloc québécois n'a pas fait ses devoirs avant de lancer de telles accusations parce que les accusations étaient d'abord sans fondement et s'appuyaient sur un site Internet qui est associé aux complotistes d'extrême droite au Canada. M. Blanchet doit des excuses à M. Al-Gabra, mais l'amour propre qu'éprouve M. Blanchet pour lui-même, je pense, le force à ne pas vouloir admettre ses erreurs. Et je pense que c'est une erreur de sa part parce qu'il aurait pu passer à autre chose s'il avait présenté ses excuses. Maintenant, ça va le talonner pendant quelques semaines, peut-être même jusqu'à la prochaine campagne électorale. Et les libéraux du Justin Trudeau vont en profiter au Québec. Althia, en quelques secondes, est-ce qu'il doit s'excuser? Absolument, il devrait s'excuser. Puis je pense que même dans le texte de Joël Denis, plus tôt cette semaine, il y avait même M. Duceppe, Gilles Duceppe, qui disait que M. Blanchet devrait s'excuser. Ouais. Il n'y avait pas de difficulté à s'excuser aux agents de bar pour un tweet ou un post sur Facebook qui manquait de jugement. Puis pour ceci, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas s'excuser. C'est très clair qu'il a fait une erreur puis que le Bloc est sorti trop à l'avance avec quelque chose qui n'était pas du tout confirmé. Puis laisser des suggestions comme ça, on sait qu'il y en a beaucoup chez M. Blanchet, puis il n'apprécie pas ça, puis certainement que M. Al-Gabra n'apprécie pas ça non plus. Conrad, le mot de la fin, qu'est-ce que toute cette histoire vous inspire? J'ai l'impression que si M. Blanchet ne s'excuse pas, c'est parce qu'il croit que ça pourrait lui être profitable au Québec. C'est triste de le dire, mais il a eu l'occasion abondamment cette semaine de rectifier le tir. Il a choisi de ne pas le faire. Donc, je pense que ça en dit long sur sa pensée sur le sujet. Une perspective électorale. Joël Denis, Althia Conrad, merci de vos lumières, de vos analyses. C'est toujours super intéressant de vous entendre. Encore une fois, j'ai été très heureuse de vous revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour notre prochain rendez-vous. Merci. Bye-bye. Merci Esther. Bonne semaine. Au revoir. Bye-bye.